Donc, je suis Myrtille Prouté, je suis effectivement interne en médecine, en spécialité santé publique et médecine sociale. Et donc ce soir, je vais vous parler de l'épidémiologie à l'ère du big data. Déjà, j'aimerais bien savoir combien parmi vous sont à l'aise avec ce qu'est l'épidémiologie, ce que ça recouvre, les champs d'action. Ok, quelques-uns. Et les big data? Ok, donc pas plus, mais pas tout le monde non plus. Ok. Donc on va refaire un tout petit peu le point sur ce qu'est l'épidémiologie pour être sûr qu'on ait tous les mêmes bases. Ensuite, on va regarder un peu les opportunités qu'apportent les big data à la pratique de l'épidémiologie, puis les challenges, parce qu'il y en a pas mal. Et puis pour finir, je voudrais aborder quelques questions éthiques qui sont liées au big data. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'épidémiologie et quel champ ça recouvre? Est-ce que quelqu'un parmi vous serait capable de me donner une définition de ce qu'est l'épidémiologie? Ou une partie de la définition. Ouais. Donc ça peut être la description des maladies et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, ça on va voir à quelle population on s'adresse quand on parle d'épidémiologie. Ça peut être différentes populations. D'autres choses? Oui, les facteurs déterminants des maladies ou de la santé, on va voir. Ok, on a fait déjà un tour. Juste deux définitions qui me semblent assez complètes. L'épidémiologie, c'est l'étude de la distribution, donc qui est atteint par la maladie et des déterminants d'une maladie dans des populations humaines, donc les causes, et application des résultats de cette étude dans la lutte contre cette maladie. Donc ça, je ne l'ai pas trop entendu, c'est toute la notion d'évaluation des interventions. Une autre définition, l'épidémiologie est un raisonnement et une méthode propre au travail objectif en médecine et dans d'autres sciences de la santé, appliquée à la description des phénomènes de santé, à l'explication de leur étiologie ou leur cause, et à la recherche des méthodes d'intervention les plus efficaces. Voilà. Donc on va revoir, donc on voit bien que l'épidémiologie, ça recouvre quand même 3 grands domaines. Donc on les revoit là. L'épidémiologie, en fait, ça sert à répondre à plusieurs questions. Qui a quoi, quand et où? Donc c'est l'épidémiologie descriptive. Pourquoi? L'épidémiologie analytique. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'épidémiologie évaluative où on va évaluer des interventions. Donc on peut faire différents types d'études en épidémiologie. Souvent, quand on entend épidémiologie, on a plutôt l'impression que c'est surtout des études observationnelles, où on ne va rien faire. Enfin, on observe. Mais il n'y a pas d'intervention sur la population qu'on étudie. En fait, ça recouvre les deux champs. Ça recouvre les études observationnelles, mais aussi les expériences. Dans les études d'observation, on va avoir des études descriptives, donc c'est l'épidémiologie descriptive dont on parlait. Des études analytiques, où par exemple, si on veut savoir si un facteur est la cause d'une maladie, on pourra faire des études cas témoins, donc on va regarder les patients qui ont la maladie, ceux qui ne l'ont pas, et on va regarder si ils avaient des choses différentes. Par exemple, si on prend le cancer du poumon, on va regarder les gens qui ont un cancer du poumon, les gens qui n'en ont pas, et on regarde est-ce qu'ils fumaient, est-ce qu'ils buvaient de l'alcool, est-ce qu'autre chose, et on va regarder si c'est différent. Donc en épidémiologie, on fait souvent des comparaisons de groupes. Une autre façon de faire une étude analytique, c'est les études de cohorte. Donc quand on fait une étude cas témoin, on est une fois qu'on a la maladie et on regarde ce qui s'est passé avant. Quand on fait une étude de cohorte, on prend un groupe de personnes et on les suit pendant un certain nombre d'années, parfois de mois, enfin, ça dépend, et on va regarder si la maladie apparaît. Et donc on va suivre des gens, il y en a certains qui fument, il y en a d'autres qui ne fument pas, et on va regarder dans quel groupe apparaît la maladie plus que dans un autre. Ensuite, quand on fait des études d'observation, on peut aussi faire des études évaluatives où on va évaluer l'efficacité d'une intervention, mais sans soi-même faire l'intervention, juste en utilisant les méthodes de l'épidémiologie descriptive pour voir quels résultats ça donne.
Et après, toute une autre partie, c'est les expériences. Donc souvent, c'est l'exemple le plus typique qu'on a des expériences, c'est les essais cliniques. Où on va regarder, l'intervention, ça va être de donner un médicament à des patients. Donc on va prendre un groupe de personnes malades, on va les diviser en deux groupes de façon aléatoire. À un groupe, on va donner l'intervention, donc le médicament, et à l'autre groupe, on ne le donnera pas. Et on va regarder si cette intervention, donc le fait de donner un médicament, va changer le cours de la maladie, si ça permet de guérir. Voilà, donc il y a avec tirage au sort et sans tirage au sort. L'idéal, c'est de tirer au sort parce que ça permet en fait d'avoir deux populations qui sont a priori complètement similaires. Et la seule différence, ce sera d'avoir un traitement ou non. Donc si on trouve un effet du traitement, on est sûr que c'est bien le traitement et pas quelque chose d'autre. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose ou si je parle chinois. Voilà. Une autre façon de présenter l'épidémiologie, là, c'est plutôt par groupe de population. Donc à qui on s'adresse. Pareil, généralement, quand on pense à l'épidémiologie, on pense plutôt à la partie à gauche. On est sur des groupes de population, plutôt la population générale, ou des groupes à risque. Par exemple, si on se met tout à gauche du schéma, on est avant l'exposition, on va faire des études sur la population générale. Si on est juste après l'exposition, c'est par exemple des groupes à risque. Donc on va étudier uniquement les gens qui fument. Ensuite, les maladies, on peut décrire les maladies, par exemple. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle l'épidémiologie clinique, ou la recherche clinique, où là, on n'est plus sur la même population, on est sur des groupes de malades. Donc, ça peut être déjà quand ils ont des symptômes, et puis après, on peut regarder qui est-ce qui meurt, pourquoi, et qui est-ce qui guérit, les séquelles, etc. Donc, toute cette partie, c'est aussi de l'épidémiologie, mais c'est de l'épidémiologie sur des groupes de population malades. L'épidémiologie, elle a pas mal évolué dans le temps. Au tout début, c'était surtout regarder les causes des décès, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, on a cherché les facteurs qui causaient des maladies, donc typiquement le tabac, des facteurs délétères qui vont amener à faire une maladie. Maintenant, c'est devenu un champ très 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 large, on ne va pas regarder que ça. Par exemple, il y a tout ce qui est facteurs protecteurs des maladies, mais aussi tous les facteurs qui vont déterminer l'état de santé en général. Donc on ne parle même plus de maladie, c'est juste manger des fruits et légumes, ça fait qu'on vit peut-être plus longtemps. Mais on ne va pas forcément chercher l'effet sur telle ou telle maladie. Donc maintenant, la révolution du big data. Qu'est-ce que ça change pour l'épidémiologie? D'abord, je voudrais revenir à est-ce que le big data pour l'épidémiologie, est-ce que c'est vraiment une révolution? En 1662, donc ça date quand même un peu, John Grant, c'était une époque où la médecine, c'était les humeurs, on essayait d'équilibrer le feu, l'air, etc. Et les comparaisons entre groupes, c'était vraiment, on n'y était pas du tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait essayer de comprendre les causes des décès. Et à cette époque, il y avait la peste, et tous les cimetières londoniens tenaient des registres des causes de décès des gens, mais c'était surtout pour savoir s'il y avait des cas de peste et pour lancer l'alerte précoce en cas de peste. Ce qu'il a fait, c'est donc c'était à une époque où il n'y avait pas de gomme non plus, donc pour s'imaginer le travail, il a pris 3500 pages de registres, de tous les registres des cimetières londoniens, et il en a fait une seule table pour pouvoir analyser toutes les causes de décès de la ville. Et on va en reparler plus tard, mais il a touché du doigt un des problèmes qu'on a actuellement avec les big data, c'est que ces données n'ont pas été collectées pour le but de la recherche qu'ils voulaient faire. Elles étaient collectées uniquement pour les cas de peste. Donc toutes les autres causes de décès, elles étaient peut-être mal remplies ou pas mises. Des fois, c'était des fosses communes, on ne savait pas trop. Ensuite, au milieu du 19e siècle, William Farr il développe les certificats de décès, donc il a un peu construit des choses sur ce qu'avait fait John Grant quelques siècles plus tôt, dans tout le Royaume-Uni, ce qui a permis vraiment d'avoir des bases de données
déjà très conséquentes et permettent de faire de la recherche sur les causes de décès. Et puis au milieu du XXe siècle, donc il y a 70 ans, mais il n'y avait pas d'informatique à l'époque, 2 chercheurs assemblent une cohorte de presque 200 000 individus. Donc même pour pour aujourd'hui, c'est une très grosse cohorte. C'était une époque où on ne connaissait pas encore le lien entre le tabac et le cancer du poumon. On s'en doutait un peu, mais on n'avait pas de preuves. Et l'industrie du tabac utilisait ça pour essayer de dire oui, mais on ne sait pas vraiment, bon, il n'y a pas de preuves. Donc ils ont fait cette cohorte, et ça a été la première étude qui a pu montrer un lien entre le tabagisme et le cancer. Alors, ça reste une étude observationnelle, donc ce n'est pas des preuves irréfutables, mais ça donnait quand même beaucoup plus de poids à cette hypothèse. Donc tout ça pour vous dire que c'est déjà des big data. Quand on est sur 200 000 individus, c'est quand même des grosses bases de données. Il faut arriver à les analyser. Et est-ce que la révolution de maintenant, en tout cas pour le domaine de l'épidémiologie, c'est peut-être pas la même chose pour d'autres domaines, je ne sais pas si on peut dire que c'est une révolution, mais peut-être une évolution de toutes ces choses qu'on a pu voir avant. Donc les big data, qu'est-ce que c'est? Généralement, c'est défini par les 3 V. Alors on verra après qu'on peut en ajouter d'autres. La volumétrie, la variété et la vélocité. Donc c'est un peu des objectifs, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait que les big data soient ça. La volumétrie, c'est le fait qu'il y a un nombre de données très important, croissant, numérique, stocké et traité. La variété, la nature très hétérogène des données, on va y revenir. Et la vélocité, c'est la fréquence à laquelle les données sont générées. Donc aujourd'hui, on génère des données en permanence tout le temps, et il faut pouvoir aussi analyser en temps réel. Donc la volumétrie, dans le domaine de la santé, par exemple, on a depuis quelques années, à peu près partout, des dossiers patients informatisés. Pour exemple, à la PHP, donc les hôpitaux de Paris, il y a le système Orbis qui est mis en place depuis quelques années, ça fait pas très très longtemps. Ils ont déjà 90 millions de dossiers patients. Donc c'est des chiffres juste fous, et ça date vraiment d'il y a 5-6 ans. Le PMSI, c'est un programme qui, pareil, n'est pas fait pour faire de la recherche à la base, c'est pour la facturation des activités des hôpitaux. Ça génère également beaucoup de données, c'est actuellement mis en place dans tous les hôpitaux français, publics et privés. Ensuite, on a le SNIRAM, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le système de l'assurance maladie. Donc là, en plus d'avoir les données du PMSI, donc des hôpitaux, on a aussi les données de remboursement de tous les médecins libéraux. Donc on peut avoir tous les actes qui sont faits en libéral. Donc c'est une base de données encore plus énorme. Alors après, toujours pareil, ce n'est pas des données qui sont collectées pour la recherche. On y reviendra plus tard. D'autres données type de santé, tous les objets connectés qui produisent actuellement beaucoup de données, par exemple les bracelets qui peuvent avoir la fréquence cardiaque, ou même les pacemakers produisent aussi des données. Donc tout ça, c'est aussi beaucoup de données générées de santé. Les recherches Google, vous allez voir que c'est énormément de données, ça va très très vite et ça peut être utile pour la santé, on va y revenir aussi. Et puis, quand on parle de santé, tous les déterminants de la santé, en fait, je pense que vous l'avez vu dans un autre cours, mais il y a l'environnement, on peut aller jusqu'à l'économie, la politique, ça va très très loin les déterminants de santé. Donc finalement, quasiment tout ce qu'on collecte, on pourrait éventuellement l'utiliser pour de la recherche en santé. Donc juste finalement, qu'est-ce que ça peut apporter pour nous? Tout ça, ça va nous donner de la puissance. Donc la puissance, c'est un terme qu'on utilise en épidémiologie, pour pouvoir mesurer précisément des associations entre des déterminants et le résultat qu'on veut trouver. Et parfois inattendus, parce qu'on est sur des grosses bases de données, donc on va pouvoir trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées sur des populations plus petites.
Une autre caractéristique des big data, c'est leur variété. On a des données structurées, donc ça c'est ce qu'on avait aussi avant, donc des bases de données, des choses qu'on peut analyser facilement, enfin, relativement facilement. Et puis on a toutes les données non structurées. Et actuellement on estime que 80% des données qui sont générées sont des données non structurées. Donc ça peut être du texte, des images, de la vidéo. Le texte, on commence à savoir l'analyser avec les analyses en langage naturel. Donc on commence à pouvoir faire des choses avec. Et c'est des données très intéressantes. En santé, par exemple, quand on parlait des dossiers patients informatisés, ce n'est pas des données qu'on peut mettre directement dans des bases. On a par exemple les observations des médecins, ben c'est du texte libre. Donc si on veut pouvoir analyser ça, il va falloir savoir aller chercher dedans. Voilà. Mais la variété, ça nous donnerait la capacité d'aller analyser des interactions complexes que jusqu'à maintenant, on n'analysait peut-être pas. Et la vélocité, donc c'est la rapidité à laquelle les données sont générées. Donc je vous parlais de la base du SNIRAM, donc de l'assurance maladie. C'est 1000 téraoctets, et chaque année, on produit 1 milliard de feuilles de soins, 500 millions d'actes médicaux, et des données relatives à plus de 11 millions de séjours hospitaliers. Et ça, c'est chaque année. Si on regarde Google, c'est des chiffres encore plus impressionnants, c'est 20 000 téraoctets de données par jour. Donc ça, c'est peut-être l'aspect des big data qui est le plus révolutionnaire pour la santé, c'est que ça pourrait nous donner du potentiel pour créer des interventions dynamiques. Par exemple, on pourrait imaginer, je ne sais pas, des semainiers, vous savez, c'est là où on met les petites pilules médicaments pour prendre tous les jours, des semainiers connectés. Et par exemple, si la personne oublie de prendre ses médicaments, elle pourrait recevoir un SMS lui rappelant. Donc ça peut être des choses qu'on peut imaginer dans le futur. On est capable de le faire. Mais... Voilà. Donc pour revenir à ce schéma, où est-ce que les big data peuvent nous aider ? Donc en fait, elles peuvent nous aider à tous les niveaux. Pour par exemple mieux identifier les maladies et les crises sanitaires. Donc ce serait plutôt au niveau de l'épidémiologie générale. Mais aussi mieux accompagner les patients. Donc, par exemple, pour l'aide au diagnostic ou adapter les traitements au mieux. Oui, également un truc important, les big data, ça nous permet d'analyser ce qui se passe dans la vie réelle. C'est-à-dire que quand on fait des études de recherche, les gens sont conscients qu'ils sont dans une étude et ils ne vont pas forcément faire la même chose que s'ils n'étaient pas dans un protocole de recherche. Là, on est sur des données qui sont collectées en permanence et les gens ne savent pas forcément que c'est utilisé pour la recherche. Donc c'est la vraie vie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. On va en venir au challenge. Donc je vous disais qu'il y a un peu plus que les 3 V du départ. Donc on peut ajouter 2 V qui me semblent très très importants. C'est la véracité des données. Donc leur qualité, leur fiabilité et leur valeur. Parce que c'est très bien d'avoir toutes ces données, mais à quoi elles servent? Et est-ce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose qui aura de la valeur pour les gens, pour nos patients? Donc la véracité, c'est la dimension qualitative des données nécessaires. C'est l'intégrité et la fiabilité des données. C'est aussi la précision ou granularité des données, c'est-à-dire à quel niveau on est. Est-ce que c'est des données individuelles ou est-ce qu'on est sur des données agrégées? On ne va pas avoir la même fiabilité des données selon où elles en sont. Donc, je voulais vous montrer un petit exemple parce que c'est un des meilleurs exemples qu'on a de l'utilisation des big data en santé. Et ça montre pas mal de problèmes. C'est Google Flu Trends. Donc c'était pour la surveillance des maladies, de la grippe. Aux États-Unis, c'est le CDC qui s'occupe de ça historiquement. C'est donc, je ne sais pas si vous connaissez en France, l'équivalent c'était l'Institut de veille sanitaire qui maintenant s'appelle Santé publique France. Donc qui surveille les maladies, regarde s'il y a des épidémies en route, etc. Donc Google avait dit,
nous, on est capable de faire aussi bien que le CDC pour suivre l'évolution de l'épidémie de grippe et prédire où est-ce qu'elle va se passer et quand. Et ça coûtera beaucoup moins cher que ce que fait le CDC, vu que les données sont là. Donc au début, quand ils l'ont lancé en 2009, ça marchait plutôt pas trop mal. Donc c'est vraiment le tout début à gauche. Puis tout d'un coup, on voit que ça décroche. Donc là, c'est fin 2009, c'était la grippe H1N1. Donc c'est une grippe qui n'était pas du tout comme les grippes de d'habitude. Elle arrivait beaucoup plus tôt dans l'année, elle ne touchait pas la même population, les symptômes n'étaient pas forcément tout à fait les mêmes, et l'algorithme n'était pas du tout capable de repérer ça. Donc Google a changé l'algorithme pour qu'il colle au mieux, ça a marché. Pendant 2-3 ans, ça se passait plutôt pas mal, ils arrivaient bien à prédire. Et puis, en 2013, l'algorithme a complètement décroché et leurs données étaient là, on voit 4 points de différence avec les données du CDC. Donc Google a décidé d'arrêter l'expérience parce que ça ne marchait pas du tout. Une des explications qui a été donnée sur le pourquoi ça ne marchait plus, c'est qu'en fait, à peu près à la même époque, Google a mis en place sur sa fenêtre de recherche l'autocomplétion des recherches. Vous savez, quand vous écrivez quelque chose sur Google, ça s'autocomplète automatiquement. Et du coup, ça a un petit peu changé la façon dont les données étaient collectées et l'algorithme ne fonctionnait plus. Donc les leçons de cette expérience, c'est que c'est des données super intéressantes qui peuvent être importantes, mais il faut qu'elles soient utilisées correctement. Google, quand il a fait cet algorithme, ils ont jamais dit comment ils l'avaient fait, quels termes de recherche ils utilisaient pour produire leurs données. Et heureusement que le CDC ne s'est pas arrêté de faire ses propres analyses, mais est-ce qu'on peut vraiment prendre des décisions basées sur des algorithmes dont on ne sait pas comment ils sont faits, on ne sait pas comment les données sont collectées, et si un jour la personne qui produit les données change des choses, on n'est plus capable de savoir si c'est toujours vrai ou pas. Donc un autre exemple sur la qualité des données, c'est toujours au Royaume-Uni. Les médecins généralistes, ils doivent remplir, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un, ils doivent remplir des feuilles informatiques pour dire le diagnostic et des informations sur leur consultation. Quand ils ont des patients qui ont une dépression, enfin quand le diagnostic qu'ils font est dépression, ils sont censés le mettre donc dans leur feuille. Et s'ils mettent ça, ça va déclencher toute une série de questions. Et pour les médecins généralistes, remplir des questions sur leur ordinateur pendant qu'ils sont en consultation, c'est un fardeau administratif et ça ne leur plaît pas trop. Donc la réaction, c'est qu'au lieu de mettre dépression, ils mettent autre chose. Donc ils vont mettre humeur maussade. Ça ne va rien changer à leur prise en charge, ça ne change rien à leur diagnostic, mais ils ne vont pas mettre le vrai mot parce que ça les embête. Mais du coup, si on veut faire des recherches sur cette base-là, et qu'on veut regarder par exemple la prévalence de la dépression, donc c'est le nombre de gens qui ont une dépression, on va avoir des données complètement sous-estimées. Donc tout ça pour vous dire que la plupart des données dans le big data, elles ne sont pas collectées pour des raisons de recherche, on n'a pas de contrôle dessus, et il faut vraiment comprendre le processus des générations des données pour ne pas passer à côté de ce genre de choses qui peut complètement changer le sens de des résultats qu'on va avoir. On en vient à la valeur. Les big data en santé, leur valeur, c'est l'amélioration en épidémiologie en général, la valeur des résultats qu'on a, c'est est-ce que ça améliore la santé de la population. Si on trouve des très beaux résultats, mais qu'au final, ça ne change rien à la vie des gens, on n'aura pas fait notre job. Une des erreurs typiques en épidémiologie, c'est de confondre corrélation et causalité. J'en reviens toujours à mon exemple de cancer du poumon. Si on regarde, les gens qui boivent de l'alcool auront plus de cancer de poumon que ceux qui ne boivent pas d'alcool. On pourrait dire, ça doit être un facteur causal du cancer du poumon, donc on va dire aux gens d'arrêter de boire.
Sauf qu'en fait, ce n'est pas l'alcool le facteur, c'est le tabac. Et on sait que les gens qui fument consomment plus d'alcool que ceux qui ne fument pas. Et les gens qui fument ont plus de cancer de poumon que ceux qui ne fument pas. C'est un facteur confondant. Et dans les big data, comme on n'a pas de contrôle sur les données, il y a des tas de facteurs confondants qu'on n'est pas forcément sûr de repérer. Là, celui-là, il peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours facile de trouver les facteurs confondants. Et c'est bien pour ça qu'on veut savoir si une intervention fonctionne. On en revient au schéma du tout début. L'idéal, c'est d'avoir deux groupes dont la seule différence, c'est l'intervention. Là, on peut dire que c'est l'intervention qui a fait quelque chose. Mais quand on est sur des big data, c'est pas ça. C'est pas une étude interventionnelle, on n'est pas sur une expérimentation. Donc on ne contrôle pas tous les facteurs confondants. Il y en a certains, on peut en être conscient, mais pas tous. Une autre problématique, quand on a des très grands jeux de données, ça augmente la puissance, ce qui peut être une bonne chose, mais ça va aussi nous faire trouver plus de résultats significatifs. Donc en statistique, on dit souvent le petit p à 0,05. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Et en gros, si on trouve un petit p à moins de 0,05, notre résultat est statistiquement significatif. Avec les big data, ce n'est pas à 0,05 qu'il faudrait le mettre, c'est plutôt à 0,0000, je ne sais pas combien. Mais enfin, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a un petit p à moins de 0,5 qu'il y a forcément quelque chose. Donc statistiquement significatif, ça ne veut pas dire que c'est important. Et c'est vraiment là où l'importance clinique ou interventionnelle du résultat, elle n'est pas dans la corrélation. Donc quelques mauvaises pratiques en épidémiologie, c'est en général, mais je pense que les big data, parce qu'on a beaucoup de données, ça peut faire qu'on va plus avoir tendance de faire ce genre de choses. Éventuellement d'avoir une question de recherche mal définie, on ne sait pas exactement ce qu'on trouve, ce qu'on cherche, mais bon, on va regarder comment sont les données. Si on n'a pas de plan d'analyse préalable, normalement, on est censé, avant d'analyser les données, savoir exactement, ok, je vais faire cette analyse et rien d'autre. Et puis, on est en train d'analyser les données, et puis on se dit, ah, mais tiens, ça serait peut-être pas mal d'aller regarder ça aussi, et puis ça, et puis ça. En principe, on n'est pas censé faire ça. On va aller un peu pêcher les résultats, on va essayer toutes les associations possibles, et puis quand on aura des petits p en dessous de 0,05, on est content. Et puis toujours sur les problèmes des corrélations qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, c'est la méconnaissance du contexte. Si on n'est pas capable d'aller voir les causes sous-jacentes, de comprendre le mécanisme derrière, on va trouver des relations, on va penser que c'est important, alors qu'en fait, ça n'a aucun lien. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais donc les big data, c'est des données secondaires. Donc, on a les données primaires qui sont collectées vraiment pour les fins de recherche, on a le contrôle dessus et on sait exactement pourquoi on les collecte. Là, c'est des données secondaires qui sont collectées à des fins autres de recherche. Un autre risque que j'ai retrouvé, c'est on a des données qui sont là, ce n'est pas nous qui les avons créées, mais du coup, est-ce que ça ne pourrait pas influencer les priorités de recherche ? C'est-à-dire qu'on a des données disponibles, bah oui, ce sera plus facile d'aller regarder celles-là. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc le risque de ne pas voir les facteurs confondants. Et puis l'incertitude possible sur la représentativité de l'échantillon. Par exemple, quand on est sur des recherches Google, est-ce qu'on sait exactement qui sont les gens qui utilisent Google ? Peut-être, il y a forcément des gens qui ne l'utilisent pas. Est-ce que, même s'ils ne sont pas beaucoup, est-ce que ces gens-là sont différents des gens qui utilisent Google? Et est-ce que pour nos résultats de santé, ça a de l'importance? On ne sait pas très bien quelle est la population, donc ça peut être problématique pour la représentativité de l'échantillon. Donc tout ça pour finir sur quelques bonnes pratiques, je pense qu'il faut qu'on garde en tête. Il faut vraiment comprendre comment les données sont générées, avoir les compétences analytiques pour les interpréter au mieux, et être transparent sur la façon dont on va
donner les résultats. Quand on va écrire un papier de recherche ou faire une présentation, expliquer quel était notre plan d'analyse, notre question de recherche, et montrer qu'on l'a suivi et être transparent sur tout ce qu'on a cherché et comment. Donc où est-ce que finalement les big data peuvent nous aider? Je pense que ça va être très intéressant pour 3 types de questions de recherche. Pour les questions pronostiques, si on a les caractéristiques X, Y, Z, quelle est la probabilité de développer le résultat W? Donc ça peut être une maladie, mais aussi être en bonne santé. Les questions prédictives, donc c'est un petit peu différent, c'est est-ce que si on fait quelque chose de différent, qu'est-ce que ça va faire? Par exemple, si je donne tel traitement, est-ce qu'il y a des patients qui vont avoir plus d'effets secondaires, moins d'effets secondaires, qui répondent mieux ou pas qu'un autre traitement similaire? Et puis la modélisation, est-ce qu'il y a un motif qu'on retrouve chez les personnes qui ont W, par exemple? Est-ce que si je retrouve toute cette constellation de symptômes, je peux dire que je peux faire le diagnostic de telle maladie? Par contre, les questions sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on reste très prudent, c'est les questions de prescription. C'est-à-dire, quelle intervention je dois faire pour prévenir ou guérir tel résultat? Parce que là, on a besoin de théorie causale. On a besoin de comprendre cet élément, c'est la cause de ça, donc je vais agir sur cet élément-là. Pour être plus clair, parce que là c'est peut-être un peu théorique, on en revient à notre cancer du poumon. Est-ce que je vois qu'il y a une corrélation entre l'alcool et le cancer du poumon? Donc je vais aller dire à mon patient, arrêtez de boire de l'alcool, vous aurez moins de risques d'avoir un cancer. Les big data, c'est un peu le risque, c'est qu'on risque de, comme on n'aurait pas vu tous les facteurs confondants, c'est donner des conseils comme ça, ou faire des interventions qui finalement n'ont aucun intérêt. Donc sur les questions prescriptives, je pense, le fait d'avoir des données, beaucoup de données, je ne pense pas que ce soit le facteur principal. Donc finalement, comprendre les causes de la santé des populations et optimiser les interventions, ça va rester un challenge même à l'ère des big data. Quelques questions éthiques liées à l'utilisation des big data en santé. Donc généralement, l'éthique en épidémiologie, on se pose 3 principes. Quand on fait une étude de recherche, on va toujours chercher le consentement des gens sur qui on va faire l'étude. Ça, c'est pour toutes les études sur les personnes humaines. On veut toujours un consentement éclairé, si possible écrit. Les données sont confidentielles. On va essayer de respecter au maximum la confidentialité des gens, pas les dévoiler, que ça reste anonyme. Et puis l'autonomie, c'est-à-dire que les gens restent propriétaires de leurs données, et si un jour ils ont envie de ne plus faire partie de la recherche, ils peuvent nous le dire et on arrête, on efface toutes les données qu'on a collectées. Avec les big data, c'est un peu compliqué de respecter ces 3 grands principes. Je vais d'abord parler du consentement. Est-ce que, quand vous faites des recherches sur Google, vous consentez à ce qu'on aille faire de la recherche dessus derrière? Peut-être vous en êtes un peu conscient, mais bon, on ne vous a jamais vraiment demandé. Est-ce que donc la sécurité des données, par exemple, quand on prend les données de santé, les grosses bases de données, elles sont souvent centralisées au même endroit, ce qui augmente le risque d'attaque. Et quand on parle de données de santé, c'est quand même des données un peu sensibles et on n'a pas forcément envie qu'elles se retrouvent partout. Ensuite, la confidentialité et le préjudice, donc c'est toujours pareil. En principe, on est censé
respecter la confidentialité des données. Si elles se retrouvent n'importe où, ça pourrait avoir un préjudice pour les patients. Par exemple, si des données se retrouvent dans les mains des assureurs ou des banques et que vous avez envie de demander un prêt, bon, qu'on se rend compte que vous avez le sida ou que vous avez un cancer, c'est des données auxquelles il faut faire très attention. Et la réidentification, ça, je vais vous donner un exemple. C'est pas un exemple en santé, mais je trouve qu'il est assez parlant. Il y a une base de données ouverte aux États-Unis, dans la ville de New York, sur les trajets en taxi. Alors, c'est taxi et Uber. Il n'y a pas beaucoup de variables. On regarde juste le point de départ, le point d'arrivée, le coût du trajet et le temps que ça a mis. A priori, rien de trop embêtant. Sauf qu'en fait, j'ai lu une étude sur quelqu'un qui avait fait des analyses sur cette base de données, et sans vraiment faire exprès, il a trouvé des trajets qui partaient tous de la même maison, dans un quartier un peu riche de New York, où vraiment il y a des maisons individuelles. C'est pas partout, mais il y en a. Et du coup, il arrivait à regarder tous les endroits où il allait. Tous les matins, il se rendait à un endroit, donc c'était probablement son travail. Le soir, il pouvait voir dans quel bar il allait. Et ça, sur une base de données unique, avec peu de variables. Aujourd'hui, on parle de mixer les bases de données. On est sur des données des bases avec beaucoup plus de variables. Donc bon, le risque de réidentification, il n'est pas toujours énorme, mais même si ça ne concerne que quelques personnes, je pense qu'il faut en être conscient. Donc, quelques points, je pense, qui sont importants, en tout cas sur les bases de données de santé, donc comme le PMSI, le SNIRAM. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout notre possible pour garantir l'anonymisation des données, et notamment penser à ces problèmes de réidentification possibles. Il faudrait qu'on puisse assurer le droit de propriété des patients sur leurs données personnelles. S'ils ont envie de les retirer de la base, des choses comme ça, ça devrait être possible. Et puis, voilà, on a envie de moderniser les systèmes d'information, et c'est une bonne chose. On veut pouvoir faire de la recherche sur des bases de données qu'on combine ensemble. Tout ça, ça peut apporter des choses extraordinaires pour améliorer la santé des gens, mais je pense qu'il faut toujours le faire en équilibre avec le respect de la vie privée des personnes. Voilà, je vous laisserai le PowerPoint. J'ai mis quelques références d'articles que je trouvais intéressants sur ce sujet. Et si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'on va peut-être essayer de trouver un texte sur le dernier point de la dénonisation? Sur j'avais vu un papier qui disait qu'avec uniquement la date de naissance et la position géographique des gens, on arrive à retrouver qui c'était. Ouais. Donc, je pense que la réidentification, c'est un problème. Par exemple, de mettre du bruit dans les données pour anonymiser encore. Ouais. Je pense pour Epidemium, notamment, ça a été une question qui a été soulevée. Alors, peut-être tu sauras. C'est une vraie question, l'anonymisation, parce que nous, dans le cadre du programme, on a eu beaucoup de grandes structures de lutte contre le cancer qui nous ont dit mais ce serait intéressant que nous, on a plein de données, on a quelques idées, mais il y a encore sans doute des millions de choses à faire avec. Et on a commencé à explorer. Donc on a développé au sein du programme une sorte de task force qui regroupait des gens de la CNIL, des avocats, des experts vraiment de la data, du big data, etc., des gens qui ont travaillé dans la recherche sur comment anonymiser, des médecins, évidemment, 3-4 oncologues, et on a essayé de discuter, de voir un peu quelles étaient les pistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de piste, il n'y a rien de satisfaisant. Un retour d'expérience que vous retrouverez, je ne sais pas s'il y en a quelque part, on peut vous en distribuer pour ceux qui ne l'ont pas eu. On a sorti un livre blanc, il est là. On a travaillé avec Roche pendant près d'un an, avec Roche, la CNIL, tout un tas de gens, pour extraire un jeu de données de chez eux, des essais cliniques liés au cancer, sur, je crois, 12 000 patients, non, 12 études, 8 000 patients,
Voilà, et on a dû faire 10 agrégats successifs pour arriver à anonymiser totalement, sans réidentification, parce que l'anonymisation n'est pas suffisante, enfin, c'est ce qu'on vient d'entendre, mais sans réidentification possible. On travaille avec la CNIL, on a travaillé vraiment, enfin, sachant que le G29 fait 4 lignes, hein, globalement les recommandations européennes font 4 lignes, donc débrouillez-vous avec ça. Et voilà, essayer de trouver les solutions. Et au final, on a une première mondiale, c'est-à-dire qu'on a un laboratoire pharmaceutique qui met en open data un jeu de données. Donc ça, c'est fantastique, je trouve que c'est un bel élan. Ça va dans le sens d'une recherche plus ouverte, plus distribuée. Mais en même temps, eh bien, on en tire très peu d'informations. On perd énormément d'informations. Alors comment on peut faire? Il y a des projets, nous on a dans le comité scientifique d'Epidemium, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Decorde, qui avait lancé les challenges Data for Development pour le groupe, enfin, avec le groupe Orange. Ils avaient travaillé beaucoup avec des gens comme Alex Penplant du MIT Media Lab et tout un tas de chercheurs, et ont réussi à se poser les bonnes questions. Donc, il y a eu une sorte de projet qui est sorti là, qui est le projet Opal. Le projet Opal, c'est part du principe où globalement les données seront beaucoup trop volumineuses un jour pour qu'on les transfère d'un ordinateur à un autre, d'une machine à une autre, et notamment quand on parle de données telco, c'est-à-dire simplement un appel a été émis ou reçu de telle durée à telle triangulation géographique entre 3 antennes. Il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce que les gens se sont dit, on ne sait pas qui a appelé, etc. Déjà avec ça, ils ont fait plein de choses, mais après, si on veut aller plus loin et faire de l'épidémiologie, parce qu'avec les données telco, on peut faire vraiment de l'épidémiologie extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis dans ce sens-là du Challenge Data for Development, qui ont vraiment approché des problématiques de santé publique, Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire notamment. Si je me souviens bien, il y a eu un meet-up l'année dernière sur le sujet par Stéphania Roubicki, qui avait justement travaillé en épidémiologie avec des données telco chez Orange. Et sauf que voilà, on ne peut pas, même en étant à l'intérieur de l'opérateur, avoir accès à ces données. Parce que vous avez, si vous êtes chez Orange, vous signez un contrat, etc. Donc il y a une protection de la vie privée, qui est normale et qui est encadrée par la loi. Donc le projet Opal, c'est de dire, voilà, ces données sont trop volumineuses pour les bouger, donc pourquoi pas essayer d'imaginer les mettre dans un grand serveur avec une petite fenêtre, envoyer des requêtes et renvoyer aux chercheurs, en tout cas aux gens qui cherchent à explorer de l'information, la réponse. Donc ça, sur le principe, ça marche bien. Enfin, après, il y a plein de choses à affiner. Et puis, sauf qu'on s'est aperçu que demain, si on envoyait un algo à l'intérieur qui cherchait à réidentifier quelqu'un et qu'on ressortait le truc, voilà, quel allait être le prisme le plus automatique possible, si on veut l'ouvrir, éthique, juridique, qui va permettre d'envoyer cet algo et de retrouver une information sans qu'elle transgresse aucune loi, ni éthique, ni juridique. Donc voilà, et ça, c'est des choses sur lesquelles tout un tas de chercheurs sont en train de travailler, mais il n'y a pas encore de réelles solutions aujourd'hui. On voit aussi des groupes d'hôpitaux européens se mettre ensemble et se dire qu'il faudrait partager nos données entre chercheurs. Mais on a recueilli ces données dans le cadre d'une essai clinique, il y a eu un consentement pour telle application et pas pour une autre, etc. Donc comment on peut faire, etc. Donc c'est vraiment un gros sujet, le data sharing et le partage de la donnée, et même son ouverture un peu plus large, sans dire qu'on l'ouvre forcément au grand public, mais même un peu plus large, qui pose aujourd'hui beaucoup de questions et qui sont sans doute un frein à des avancées significatives. Mais je pense qu'on a toujours, dans l'histoire de l'humanité, trouvé des solutions qui, in fine, même si elles n'étaient pas 100% satisfaisantes, permettaient d'apprécier à 80%, en tout cas de manière satisfaisante, une problématique. Mais c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on voit des initiatives émerger. Je digresse un peu et je m'arrête là. Comme il y a des technologies qui apparaissent, comme la blockchain par exemple, qui permet par le fait de pouvoir timestamper et d'être une sorte de tiers de confiance distribué, totalement, de rendre, je dirais, au patient ces données et de lui laisser la possibilité d'en faire ce qu'il veut. Donc de les partager en toute connaissance de cause, avec systématiquement des consentements électroniques demandés, enfin des process beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Donc voilà, il y a des choses qui émergent dans ce sens-là aujourd'hui, qui sont extrêmement prometteuses, on commence à avoir des publications. Et pour revenir sur le data sharing, ce qui serait intéressant, si vous avez 2 minutes après, je crois qu'il est là, dans la salle à côté, qui m'avait partagé un article, je crois que c'était les chercheurs de Google, qui ont publié un article sur une méthode qui s'appelle PATE, P-A-T-E, je crois que je vous retrouve les références exactes, qui propose des solutions pour pouvoir rendre les données non réidentifiantes, mais pouvoir quand même travailler dessus par des jeux de ce qu'ils appellent student et trainer. Enfin, donc les données sont coupées, sont hachées et après sont réagrégées, mais que sur des parties, etc. Donc on arrive à faire quelque chose. Il faudrait lire le papier, c'est assez complexe, mais je ne voudrais pas m'étendre sur les questions. Mais si ça intéresse certains, je peux vous retrouver les références dans mon ordinateur. Donc il y a voilà, des solutions qui émergent et qui, je l'espère, trouveront un chemin vers une plus grande connaissance scientifique et surtout de pouvoir adresser plus largement, plus vastement ces questions qui
qui sont les nôtres aujourd'hui sur le cancer. Voilà, je fais une réponse un peu digressive, mais voilà, c'est un vrai sujet. Fait une erreur. C'était... Sur les... C'était quel... C'était quel chiffre qui posait problème? Je sais pas, vous en pensez quoi? Je pense que c'est possible. Bon, j'ai pas inventé la donnée, mais... Mais en plus, parfois, sur une seule consultation, il peut y avoir plusieurs actes. Donc déjà, en 20 minutes, on peut faire 3 actes différents. Donc ça peut aller très vite. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui y vont très souvent. Ouais. Mais les Français consomment énormément de soins de santé. Et de médicaments.